Et allons maintenant dans un autre édifice religieux d'Ayan, la chapelle Sainte-Anne ou Notre-Dame de Lorette. Dès le 8e siècle, sur la colline dominant Ayan, s'élève une chapelle avec fortin et mur d'enceinte. L'enceinte y est encore marquée par l'emplacement de la haie entourant le terrain. La guerre de 100 ans qui a ravagé toute la vallée du Tholon a vu la destruction de cette première chapelle. La période de calme précédant les guerres de religion de 1500 à 1650 voit sa reconstruction. Un clocher et une chambre pour un ermite chargé de l'entretenir y sont rajoutés par la suite. Cette propriété religieuse fut vendue à la Révolution. Elle fut achetée par un habitant d'Ayan qui la transforma en grange, mais sans la démolir. Il en commença même sa restauration pour la rendre au culte. En 1905, suite à la loi de séparation de l'Église et de l'État, la commune d'Ayan en devient propriétaire. Elle fut alors laissée à l'abandon et devient même un terrain de camping. En 1975, l'association de sauvegarde de la chapelle va la restaurer, la réhabiliter et obtenir son inscription au monument historique. Avec plus de 1000 ans d'existence, cette chapelle ermitage se révèle un édifice composite. Nous y trouvons 3 chapelles, une sacristie et la chambre de l'ermite. Commençons la visite par l'entrée actuelle, côté enclos, sous le préau. Nous pénétrons directement dans la chapelle principale, dédiée à la Vierge sous le vocable de Notre-Dame de Lorette. Au-dessus de l'autel, la statue de Notre-Dame de Lorette datant du XVIIe siècle. De part et d'autre, à gauche Saint-Antoine, l'ermite priant avec ferveur. À droite, Sainte-Reine, portant une chaîne et la palme des martyrs. Sur le mur, à droite de l'autel, un portillon obture une petite baie dans le mur. Ce pourrait être l'accès à une ouverture vers l'extérieur qui permettait aux mères désemparées d'y laisser un petit enfant que l'ermite recueillait pour le remettre à une famille capable de le prendre en charge. Pénétrons dans la sacristie. Elle est située dans la partie la plus ancienne du bâtiment, datant du 8e siècle. Les portes du placard, volées et retrouvées, sont estimées du XIIIe siècle. En ressortant de la sacristie, admirons la tribune magnifiquement restaurée. Vis-à-vis de la porte d'entrée, entrons dans une seconde chapelle, dédiée à Sainte-Anne, située, elle aussi, dans la partie la plus ancienne de l'édifice. C'est elle qui a donné son premier nom à l'édifice, la chapelle Sainte-Anne, avant celui de la chapelle Notre-Dame de Lorette. Sur l'autel, la statue en bois de Sainte-Anne avec sa fille, la Vierge Marie, et une copie d'une statue de Sainte-Anne du XIIIe siècle. Sur les murs, des graffitis datant de 1682 et 1687. Continuons notre visite vers le fond de l'édifice. Cette partie de l'ermitage paraît bizarre. Tous les accès vers l'extérieur y ont été condamnés et murés. Nous sommes dans un cul-de-sac décoré, sculpté et peint. C'est une 3e chapelle située sous le clocher, dont l'autel est reproduit sur le mur de la chapelle de Notre-Dame de Lorette. En bas, la petite porte très vermoulue est l'ouverture du tronc de Sainte Apolline dans lequel les fidèles plaçaient leur obole depuis l'extérieur. Ressortons de ces 3 chapelles pour monter à la chambre de l'ermite. Sous le préau de l'entrée, une petite porte s'ouvre sur un escalier très raide qui permet de monter au premier étage en passant par la tribune de la chapelle de Notre-Dame de Lorette. De là, nous découvrons l'ensemble de la chapelle Notre-Dame de Lorette. De la tribune, nous pouvons faire sonner la cloche. Poussons la porte qui donne accès à la chambre de l'ermite.
Elle est éclairée par 2 fenêtres donnant sur la rue Neuve. Les ermites qui y vécurent devaient être soit des moines envoyés par leur communauté, ou de pauvres hères assurant la garde